Vous n'imaginez pas le pouvoir que vous possédez. Souvent, vous vous mésestimez tellement par rapport à tout ce que vous pouvez partager, transmettre, apporter, simplement en étant vraiment bienveillant à votre égard. Les sages enseignent depuis des millénaires. Qu'est-ce que vous allez chercher à l'extérieur? Tout est là en vous. La paix que vous cherchez, elle est là. C'est inhérent à votre nature. L'amour que vous cherchez, il est là, il est en vous. C'est quand on arrête de se bagarrer avec soi-même qu'on commence à découvrir la paix. Et à force de pratique, d'ouverture, de commencer à assouplir votre esprit, puis commencez vraiment à vous faire confiance, commencez à être un peu plus doux avec vous-même. Ça donne un espoir extraordinaire, ça veut dire que rien n'est figé, que tout ce que vous vivez ici et maintenant n'est pas immuable et peut être changé. Tous les jours, la méditation, qu'est-ce que je peux mettre aujourd'hui dans ma vie? Tous les jours, ces petites graines que vous cultivez. Vous retrouvez le goût de vivre, que vous avez envie de vivre pleinement votre existence. Et que vous trouvez sens à votre vie, alors vous avez gagné. C'est ça la méditation. Finalement, ce bonheur auquel vous aspirez, c'est si simple. Et quand vous le vivez après, vous ne voulez plus rien d'autre. Et c'est le bonheur dans lequel vous baignez, parce que c'est vous qui l'avez créé. C'est vous qui avez amené ça tous les jours. Les graines de la bienveillance, de l'amour, du respect, et surtout, ce ne sera jamais parfait. Ce bonheur de réaliser ce que nous sommes pleinement, parce que qui mieux qu'une personne heureuse peut apporter du bonheur autour d'elle. Et c'est le cadeau que vous faites aux autres. Vous faites le cadeau de votre bonheur aux autres. C'est important de se poser les questions et de se dire maintenant quel est le cadeau que j'ai envie de me faire pour le reste de mes jours. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue à cette conférence consacrée au stress. Alors d'abord je vous présente Nathalie qui m'accompagne à toutes les conférences. Nathalie fait partie de l'équipe de ressources et actualisation. Elle intervient, elle est entre autres community manager, elle est coach aussi à côté de ça, elle a sa propre activité. Elle est là parce que moi je ne peux pas lire vos questions pendant la conférence, donc elle va pouvoir me les transmettre, mais elle n'intervient pas directement. Alors je donne cette information parce qu'on a régulièrement des personnes, oui mais pourquoi Nathalie n'intervient pas, etc. Parce que ce sont les webconférences de Bruno, puis c'est surtout parce qu'elle me donne un coup de main quand c'est elle qui est en activité, moi je n'interviens pas. Donc tout simplement il y a cette complicité entre nous. Donc voilà, d'ailleurs à ce propos elle a tout un programme douceur pour aussi bien les hommes que les femmes, pour remettre de la douceur dans leur vie et retrouver cet apaisement. Donc voilà. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, maintenant ça commence à faire un peu d'activité depuis 1987. J'ai d'abord ouvert un cabinet en 87 à Strasbourg pendant 20 ans. Je me suis, entre autres, c'était une de mes fonctions de spécialisation dans la gestion du stress. Je suis intervenu dans très nombreuses entreprises, dans les hôpitaux universitaires de la région d'Alsace. J'ai été consultant à France 3 aussi, dans le cadre justement de la gestion du stress. Et puis, dans mon cabinet, je recevais beaucoup de gens qui étaient très stressés. Et puis encore aujourd'hui, surtout avec cette ambiance un petit peu particulière en ce moment, qui fait que les gens sont un petit peu stressés ou peut-être perdus, sans perte de repères.
Donc sachez aussi que Ressources Actualisation, c'est un soutien à une association humanitaire qui s'appelait Planète Altruiste, que j'ai fondée. Nathalie d'ailleurs est cofondatrice, Loïc qui est derrière, qui a la technique, est cofondateur aussi. On a Jean-Baptiste aussi qui nous accompagne, qui fait partie de l'association. Sachez que toutes les activités qui sont proposées dans Ressources Actualisation, justement, viennent en soutien à cette association humanitaire. Donc voilà, c'était juste pour la petite information. Alors, ce soir, je vais vous parler de stress. Alors, il y aurait beaucoup à dire. Je ne vais pas m'étendre sur l'aspect, on va dire, biologique. Il y a suffisamment d'ouvrages qui traitent du sujet, tout ce que cela entraîne. Alors, il faut juste savoir, dans les grandes lignes, ce qu'on dit, notamment aux États-Unis, on considère que le stress est la cause de 90% des maladies. Alors c'est intéressant de soulever la question parce que on sait que quand quelqu'un vit un stress, vit même plusieurs stress, des stress, on va entrer dans le détail, mais son corps se met en acidose. Et on sait qu'un terrain acide est la proie de toutes les maladies. Et le pire, c'est pas seulement les stress, parce que le stress est un phénomène tout à fait naturel, il n'y a rien d'anormal à être stressé. C'est le problème aujourd'hui dans nos sociétés, dans nos cultures, c'est les stress qui se répètent, qui se répètent, qui se répètent. Et les gens d'ailleurs, beaucoup de personnes vivent quasiment en état de stress permanent, ils ne s'en rendent même plus compte. C'est devenu tellement une habitude, mais ça n'est pas moins pour autant, ça a des incidences au niveau psychique et au niveau physiologique. Et c'est pour ça que c'est important de s'en prémunir. On vit curieusement, on est dans une culture, je dirais, un peu étrange. Parce que, comme disait Dalai Lama, il n'y a rien que le corps n'aime plus que la détente et il n'y a rien que l'esprit n'aime plus que la paix. Parce qu'effectivement, quand vous êtes en paix, quand vous êtes serein, votre esprit ordonne mieux ses pensées, vous pouvez plus facilement faire la part des choses, vous avez beaucoup plus de recul, plus de hauteur par rapport aux situations auxquelles vous êtes confronté. Mais quand votre esprit est tout le temps dans l'agitation, dans cette agitation permanente, vous avez l'impression de jamais arriver à vous reposer, même si ça vous donne on parle parfois de stress positif, mais en réalité, ça n'existe pas vraiment, le stress positif. Même si vous faites des choses positives, le stress a inévitablement des incidences. Et entre autres, l'usure de toutes nos fonctions physiologiques et forcément mentale. Donc au bout d'un moment, il commence à y avoir cette espèce de cumul, de fatigue. Alors quand on est jeune, ça va, on s'appuie sur ses réserves, mais malheureusement, souvent qu'on dilapide. Et puis on commence à arriver à un certain âge, même malheureusement de plus en plus jeune, où les gens ressentent beaucoup de fatigue, même de l'épuisement, de la lassitude, toutes sortes de symptômes qui sont les signes avant-coureurs du stress. On sait que le stress aussi affaiblit le système immunitaire et c'est justement en ce moment qu'on en aurait le plus besoin. Donc on voit à quel point c'est important de retrouver cette sérénité. Le corps a un mode de fonctionnement qui lui est propre, qui est naturel. Aujourd'hui, malheureusement, on ne vit plus grand-chose de naturel. Mais il y a des rythmes biologiques qu'on ne respecte plus du tout qui font que ça a des incidences au niveau du corps. Alors je vais vous montrer. Vous allez voir comme c'est très simple pour comprendre ce que c'est que le stress. Parce que d'habitude, on a tendance à attribuer les causes du stress à l'extérieur. Mon patron est stressant, ma femme est stressante, mon mari est stressant, mes enfants sont stressants, tout le monde est stressant. Les circonstances extérieures ont l'air d'être la cause de notre stress. Mais en fait, on va voir que c'est beaucoup plus subtil que ça et que c'est peut-être pas par hasard non plus si on se retrouve dans un environnement stressant. Alors vous allez voir, je vais vous montrer un schéma et vous allez comprendre très facilement, très simplement, ce qu'est le phénomène de stress. Donc regardez, vous avez la flèche montante, et regardez en haut, vous avez ce qu'on appelle le stresseur, c'est-à-dire c'est les circonstances extérieures qui peuvent être source de stress. Ça peut être le travail, ça peut être un coup de klaxon, ça peut être n'importe quoi, tout peut être facteur de stress. Et ce stress va entraîner une réaction qui va être plus ou moins importante selon les personnes, parce qu'on va voir que nous ne sommes pas égaux devant le stress. Devant un même stress, vous mettez 10 personnes dans les mêmes circonstances, il n'y a pas une seule personne qui aura la même réaction. Et puis après ce phénomène de stress, vous avez un temps de récupération qui est plus ou moins long, là aussi, selon les personnes, selon leur biologie, selon leur état mental, etc. Si vous êtes par exemple très fatigué et que vous avez un stress à ce moment-là, vous allez avoir plus de mal à retrouver, à récupérer justement au niveau du stress.
Je vais vous montrer ensuite un autre schéma. Donc je pense que vous avez compris. Voilà. Alors ça serait le stress au cours d'une journée, mais on va dire un stress dit normal, entre guillemets. Donc vous avez cette réaction par rapport au stress. Ensuite, vous avez la courbe descendante qui représente le temps où vous commencez à récupérer, vous retrouvez à la normale. Et puis vous avez un autre stress tout à fait normal. Vous avez, on peut imaginer au cours d'une journée, vous êtes sur la route, vous avez un peu de stress, mais après vous retrouvez on va dire votre état de tranquillité normal. Mais après, vous avez à nouveau un stress, vous avez un pic comme ça, et puis vous retrouvez naturellement votre niveau de tranquillité, de détente, et comme ça tout au long de la journée, ce qui est tout à fait normal. Maintenant, on va voir notre situation dans nos cultures aujourd'hui. Vous voyez que le niveau de stress est beaucoup plus élevé. C'est-à-dire qu'en fait, on a à peine le temps de récupérer, qu'il y a un autre stress qui arrive. Alors, on peut imaginer, là par exemple, sur la deuxième courbe, vous commencez à faire une petite détente, où vous récupérez, mais vous apprenez, il y a votre patron qui vient, qui vous dit il y a une urgence, etc. Il faut vous dépêcher de venir, etc. Puis ensuite, vous commencez à peine à récupérer. Vous voyez, vous êtes au-dessus du seuil du niveau moyen de stress, autrement dit du niveau de récupération. Et là, à nouveau, vous avez un stress. Et vous n'arrivez pas vraiment à complètement vous récupérer, sauf peut-être si vous prenez des vacances, si vous ne faites pas partie de ces gens qui emmènent leur stress en vacances, vous arrivez vraiment à vous récupérer, à vous détendre et à retrouver cette tranquillité. Et le problème, c'est qu'il faudrait être très souvent en vacances pour pouvoir vivre correctement. Alors j'espère que ces schémas sont assez clairs. Donc le niveau moyen, vous voyez, aujourd'hui de nos cultures, le niveau moyen de stress est quand même particulièrement élevé. Ensuite, maintenant, je reviens à ce schéma pour vous expliquer en fait. Donc vous avez toujours cette réaction de stress. Donc on l'appelle le stresseur, le phénomène de stress qui se produit à l'extérieur. Et comme on vient de le voir, vous avez deux modes d'action au niveau du stress. D'abord, vous pouvez agir, on va regarder d'abord la courbe de récupération à droite. Donc vous commencez à vous récupérer. Et là, on peut agir sur cette courbe, c'est-à-dire accroître notre capacité de récupération, entre autres par des techniques de relaxation. Si par exemple vous avez eu un gros stress, vous pouvez aller vous faire masser, ça va vous faire beaucoup de bien, vous allez faire du qigong, etc. Ça va vous permettre de retrouver, on va dire, un niveau normal, vous allez retrouver une certaine paix. Bon, sauf, on le sait tous, c'est que même après un bon massage, si vous avez à nouveau un stress, vous retrouvez votre réaction. Et puis, on peut agir à un autre niveau, c'est au niveau de la réaction. C'est la flèche rouge, regardez. Vous avez la flèche rouge qui monte, et là, vous pouvez avoir une réaction très importante face à une situation, mais cette réaction, par exemple, une personne qui manque de confiance en elle, on lui donne un poste de responsabilité, elle va se mettre à paniquer, ou alors, je ne sais pas, elle doit parler en public, elle doit parler devant quelqu'un, elle va avoir une réaction de stress qui va être beaucoup plus importante qu'une personne qui a confiance en elle. Donc on voit qu'on peut vraiment agir à ce niveau-là. Donc voilà. Alors je reviens. Alors, il faut juste que j'arrive à revenir vers vous. Voilà. Donc, vous voyez, c'est assez simple, en fait. C'est que les situations, vous mettez, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous mettez 10 personnes face à des circonstances identiques, personne ne va réagir de la même façon. Pourquoi? Parce qu'en fait, personne n'a le même rapport au monde. Personne n'a la même représentation de la situation. Si vous devez... on voit les personnes, quand elles vont à un entretien d'embauche, vous allez voir des personnes qui vont complètement perdre leurs moyens, qui n'arriveront pas à mettre un mot derrière l'autre, etc. Parce qu'elles ont peur, elles sont timides, elles manquent de confiance en elles, elles ont peur de être prises. Alors qu'une autre personne qui a vraiment confiance en elle, elle va être face à ce futur patron, elle est tout à fait à l'aise, elle a conscience de ses capacités. Donc on voit deux personnes dans des situations identiques n'auront pas du tout la même réaction. Parce qu'elles n'ont pas du tout le même rapport au monde. Et c'est là où c'est très intéressant parce qu'on va pouvoir agir à ce niveau-là. Parce que cette représentation que nous avons de la situation, elle peut être changée parce que c'est notre lecture de la situation qui fait qu'on est dans cette situation. On sait très bien qu'un timide peut se libérer de sa timidité, que quelqu'un qui manque de confiance en lui peut renforcer sa confiance en lui, etc. Donc on peut agir à ce niveau-là.
Maintenant, je vais vous montrer concrètement ce qu'on peut faire réellement pour réduire ou éliminer le stress. La meilleure chose à faire, finalement, vous l'avez bien compris, c'est de faire en sorte comment je peux faire pour justement ne plus avoir ces réactions violentes face aux circonstances auxquelles je suis confronté. Comment je peux faire pour me libérer de toutes ces réactions qui m'appartiennent finalement. Alors, tant qu'on est dans une situation, se dire le stress, il est à l'extérieur, c'est de la faute aux autres, c'est de la faute aux circonstances. Si mon patron était moins casse-pied, si ma femme, parce qu'on entend souvent ça, si ma femme était différente, ça serait mieux. Si mon mari était moins casse-pied, ça irait mieux. Si mes enfants étaient moins turbulents, ça irait beaucoup mieux. Bref, en fait, il faudrait que le monde, finalement, se plie à vos désirs. Pourtant, nous sommes tous baignés dans le même monde, mais il y a des personnes qui arrivent à trouver, à se créer un îlot de sérénité et de tranquillité, parce que là aussi, on va voir à quel point c'est peut-être pas par hasard, finalement, si certaines personnes vont se retrouver avec un travail harassant. On va voir que ça aura à voir, là, ici, avec, comment dire, l'estime de soi. Vous savez, souvent, on parle dans les relations, on peut avoir des relations très difficiles, très compliquées. On parle parfois de plus en plus de manipulateurs, de pervers narcissiques, etc. Mais qu'est-ce qui fait qu'on va se retrouver avec ce type de personnes, finalement ? C'est peut-être pas par hasard, ça peut être lié justement à ce manque d'estime que nous avons de nous-mêmes et cette difficulté à nous faire ce cadeau d'une relation épanouissante et heureuse. Et on va voir, et ça se vérifie, ça fait 35 ans que je transmets ces méthodes, et on voit que dès que les gens commencent à changer le regard sur eux-mêmes, avoir davantage confiance en eux, avoir une plus grande estime d'eux-mêmes, eh bien, ils ont tendance à se faire beaucoup plus de cadeaux dans la vie, avoir des relations beaucoup plus épanouissantes, avoir des relations valorisantes, à rencontrer, avoir un métier qui leur correspond, qui correspond beaucoup plus à leurs aspirations, à leurs tendances aussi. Ils sont capables de plus en plus de se faire des cadeaux. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ils ont beaucoup moins de stress. Dans leurs relations, les relations sont beaucoup plus apaisantes. On sait que les relations, et notamment les relations de couple, évoluent beaucoup mieux dans la sérénité. Quand les couples, on constate que les couples calmes, les couples matures, vivent beaucoup plus longtemps, une durée de vie beaucoup plus longue, parce que il y a ce respect, il y a cet échange mutuel, ce partage qui fait qu'il n'y a pas ces niveaux de stress. Donc le stress, on va le retrouver vraiment partout, à tous les niveaux, dans tout ce qu'on entreprend, dans tout ce qu'on fait. Et c'est peut-être pas par hasard si certaines personnes sont un petit peu compliquées, se retrouvent dans des vies finalement très compliquées. Donc on va voir qu'il y a vraiment un étroit rapport entre notre façon d'être, entre notre perception finalement, et la vie et la situation dans laquelle nous nous trouvons. Alors, comme je vous l'ai dit, moi je suis intervenu dans de nombreuses entreprises. On se rend compte effectivement, on est dans un monde qui a été construit sur la compétition, qui entraîne forcément de la pression, où il y a toujours cette espèce de... on veut être toujours plus fort que l'autre, on veut être toujours à la hauteur, et ce qui fait que ça crée de la pression, beaucoup de pression, et les gens sont très stressés. On exige beaucoup des employés, on attend beaucoup d'eux, qu'ils soient extrêmement performants, on met de la performance partout. Le problème, c'est que ça ne rend personne heureux, personne ne se sent... et de plus en plus de personnes ne se reconnaissent plus dans cette société extrêmement agitée qui finalement va complètement à l'opposé de notre bonheur. Parce que je crois que si nos sociétés étaient... si on avait... nos modes de fonctionnement étaient le bon, tout le monde devrait être heureux, tout le monde devrait être en paix, on verrait des gens sereins, souriants partout, et on sait très bien que ce n'est pas tout à fait le cas. Donc, vous avez plusieurs façons d'agir. Vous pouvez agir, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur la récupération. C'est-à-dire que vous avez eu un stress très important, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez aller faire du qigong, du yoga, faire ce genre de choses qui vont faire beaucoup de bien. Vous pouvez aller faire un massage, ça va vous permettre de bien vous récupérer. Là où il faut faire très attention, parce que qu'est-ce qui se passe souvent quand on veut se détendre? Il y a parfois des personnes qui vont prendre un petit verre d'alcool, qui vont se dire ça me détend, ou ils vont prendre des tranquillisants. Et là, ça commence à être dangereux. Parce qu'on utilise un artifice pour l'éliminer, c'est-à-dire on n'a plus le repère. Parce qu'il faut savoir, c'est que le stress, comme la maladie, ce sont des informations qui nous sont données par notre organisme qui nous dit « stop, il est en train de tirer la sonnette d'alarme ». Ça ne vous viendrait pas à l'idée si par exemple vous êtes
à bord de votre voiture, ça ne vous viendrait pas à l'idée, parce qu'il y a le témoin qui clignote, qui vous dit que vous allez manquer d'huile ou vous allez manquer d'essence, vous n'allez pas retirer le témoin qui clignote pour vous dire, voilà, maintenant vous vous dites, ça y est, j'ai réglé le problème. Et souvent, c'est ce qu'on fait quand on prend des médicaments très forts comme ça, ou des substituts pour essayer d'éliminer justement le stress ou la maladie, qui est une information, encore une fois, je le répète, on se met en danger parce qu'on supprime les repères. Et comme les gens qui ont une migraine vont prendre, alors j'ai pas le droit de donner les noms, mais vous savez ce qu'on a tendance à prendre, donc des antalgiques qui vont faire qu'on va supprimer la douleur, mais on n'a plus de repères, donc on va vivre avec l'illusion qu'on peut continuer à avancer comme ça sans se soucier des conséquences. Mais là, encore une fois, le problème, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qu'il y a de plus risqué dans le stress, c'est pas le fait de vivre un stress, c'est que le stress s'accumule, et c'est pour ça qu'on finit par avoir des burn-out, des dépressions, etc. C'est la dépression. Oui, on a été tout le temps sous pression, et il y a un moment, l'organisme n'arrive plus, et qu'est-ce qui se passe? Dans le burn-out, c'est à peu près la même chose, c'est en fait, c'est comme si vous n'avez plus de batterie, votre organisme se met complètement en veille. Quand il n'y a plus de batterie, regardez votre ordinateur, et les lampes diminuent, il se met en veille parce qu'il n'y a plus de ressources, il n'y a plus d'énergie justement pour accomplir les tâches. Et c'est pareil, dans la dépression, dans le burn-out, il n'y a plus d'énergie. Tout a été épuisé. Et le problème, c'est que quand vous prenez, parce qu'il existe des médicaments pour vous faire donner l'illusion que vous pouvez repartir, mais ça c'est extrêmement dangereux parce que là aussi, et on appelle ça d'ailleurs des camisoles chimiques, là aussi c'est pareil, vous supprimez un repère, vous vivez avec l'illusion que vous avez encore de l'énergie. Alors que, je dirais, le bon sens devrait nous dire de nous mettre au repos, de changer peut-être notre manière de vivre, notre manière de fonctionner aussi, parce qu'on verra que l'hygiène de vie a aussi une incidence très importante, la manière de se nourrir. Aujourd'hui, on prend un petit peu de tout et un peu n'importe quoi, les excès de sucre, les excès de café, les excès d'excitants, etc., font qu'on essaie de se booster, de se stimuler pour avoir le sentiment d'avoir de l'énergie. Mais là aussi, c'est un artifice, et c'est un artifice qui, avec le temps, risque de se payer très cher. Alors que quand vous vivez en harmonie avec vous-même, lorsque vous êtes en accord avec vous-même, vous sentez quand vous ne pouvez plus, vous vous respectez, et là on va voir à quel point cette notion de respect envers soi-même est très importante. Vous vous respectez, et donc vous vous dites, bon là je ne peux pas, je vais lever le pied, je vais me reposer avant de repartir. Et je dirais qu'une vie équilibrée, c'est lorsqu'on arrive à trouver un équilibre entre l'activité et la pause. Aux États-Unis, il y a eu des recherches qui ont été menées sur des très grands groupes, et on a mis deux groupes, un groupe qui travaillait pendant 8 heures d'affilée, et un autre groupe qui avait une pause toutes les heures, une pause de 10 minutes. Donc, ils travaillaient un petit peu plus que les autres, c'est-à-dire sur la journée, en tout cas plus longtemps. Mais devinez quel est le groupe qui a vécu le mieux, qui est allé le plus loin? Forcément, celui qui s'accordait une pause toutes les heures. Donc vous voyez, dans la performance, on se dit, on va éliminer justement, il faut être performant. On n'a pas le temps pour ça, il faut être performant, il faut atteindre son objectif. Mais c'est au détriment de son équilibre, c'est au détriment de sa santé, et on voit au niveau de notre société, c'est au détriment de nos relations, c'est au détriment de notre équilibre psychologique, c'est au détriment de l'épanouissement de nos relations. Et donc finalement, ça n'a plus de sens. Et c'est comme ça qu'on finit par perdre complètement le sens de sa vie. Alors qu'une personne qui sait se prendre le temps, qui sait prendre le temps justement de la pause quand c'est nécessaire, et pas forcément la pause où on va aller bavarder avec tout le monde, on va s'agiter, on va rester dans l'agitation, mais vraiment de se poser pour ensuite repartir. Parce que quand vous allez, ce qui se passe, c'est que quand vous allez au bout vraiment de votre fatigue, que vous vous accordez d'être fatigué, de vivre vraiment votre fatigue totalement, qu'est-ce qui se passe? L'énergie, elle remonte. Alors que nous, c'est l'inverse, c'est qu'on tire, et à un moment, on s'effondre. Donc il faut faire très attention à ça. Alors pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors comme je vous l'ai dit, ça fait 35 ans que je transmets la méthode dont je vais vous parler, il y a 3 cycles de cours, 3 cycles de formation, qui sont basés, entre autres, le premier cycle est basé sur le développement de l'attention, associé à la détente. On va voir que cette pratique va être extrêmement précieuse, ça va être la base, parce que si vous regardez dans votre mode de fonctionnement ordinaire,
votre conscience a la fâcheuse habitude de s'identifier à vos pensées, et donc aux émotions qui leur sont liées. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Vous vivez totalement vos émotions, vous les subissez en fait. Et il faut bien faire la distinction entre ressentir et éprouver une émotion et le fait d'être emporté dans l'émotion. Parce que quand vous êtes emporté dans l'émotion, ça a des effets, effectivement, au niveau psychique et au niveau de l'organisme. La personne qui arrive à avoir plus de recul par rapport à elle-même, par rapport à ses émotions, eh bien, elle est capable d'accepter son émotion, mais en même temps, de ne pas la laisser la dominer, de ne pas se laisser emporter dedans. Et donc, ça va avoir un tout autre effet parce que ça lui permettra d'agir de façon plus juste, beaucoup plus appropriée. Et ça s'acquiert. Et ça s'acquiert par justement, on retrouve ça dans certaines pratiques, on appelle ça parfois la pleine conscience, mais en fait la pleine conscience, c'est tout simplement le développement d'une faculté qu'on possède tous, c'est l'attention. Et dans ce premier cycle, dans ce premier niveau de cours, on fait pratiquement que ça, on va utiliser différents supports, que sont le corps, que sont le mental, que sont la respiration et d'autres fonctions internes aussi, pour entraîner la conscience à gagner en stabilité. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? C'est que plus on arrive à gagner cette stabilité, plus on est à l'aise avec tout ce qu'on peut ressentir et éprouver, et les émotions, justement, nos pensées, on commence à avoir un subtil détachement par rapport à ces pensées, un détachement salutaire, ce qui fait qu'on a ce recul par rapport à soi et qui fait qu'on se laisse de moins en moins emporter par ces émotions. Et les émotions sont pacifiées, elles sont apaisées, l'esprit devient beaucoup plus calme, beaucoup plus tranquille, on a beaucoup plus de hauteur et on est capable de mieux analyser les situations auxquelles nous sommes confrontés. Et si d'aventure on a eu un stress, eh bien on est capable justement de se récupérer beaucoup plus rapidement. Parce que c'est un autre effet, c'est que cette pratique entraîne de la détente. Donc vous avez 7 exercices progressifs. Le premier, justement, est basé sur le corps, le deuxième sur le mental, le troisième sur la respiration. Ensuite, on approfondit en utilisant le corps comme support. Et on termine sur une technique d'expansion du champ de conscience ça c'est une pratique absolument extraordinaire qui nous permet vraiment de voir les choses avec beaucoup plus de recul, beaucoup plus de hauteur. Ça, c'est la base qui est indispensable pour acquérir justement cette maîtrise et ne plus subir le stress. Sinon, on est démuni, on est tout simplement, on prend de plein fouet toutes nos émotions, et comme vous le savez, certainement tous vécu ce genre de choses, eh bien, ça entraîne de la fatigue, de l'épuisement, et après ça va en augmentant, et on a de plus en plus de mal à soustraire de ces émotions. Ensuite, et ça c'est, on va dire, la deuxième partie de l'entraînement, parce qu'il faut voir ça comme un entraînement de l'esprit, la deuxième partie, c'est le jeu des antidotes. Il y a plein de causes du stress. Et il y en a une à laquelle je pense, parce que je suis en train d'écrire là-dessus, c'est la culpabilité. La culpabilité est une source de stress absolument extraordinaire, parce qu'elle entraîne de la dépréciation de soi, une perte de l'estime de soi, on peut devenir extrêmement agressif, ça génère des sentiments extrêmement négatifs qui fait que ça va gréver complètement notre équilibre physiologique et forcément mental. Et donc là, il y a des antidotes pour ça, on va voir comment on peut prendre de la distance, justement, comment on peut se défaire de cette culpabilité. Ça, c'est d'ailleurs le deuxième exercice du deuxième niveau qui est proposé. Mais dans le premier exercice, on propose aussi une pratique qui est extraordinaire. Les gens souvent nous disent, mais cette pratique est quelque chose d'extraordinaire parce qu'elle permet d'avoir cette attitude amicale envers soi-même, d'avoir ce recul par rapport à soi. On la sous-titre le sourire intérieur. Et on apprend à accepter ces émotions, d'avoir cette attitude bienveillante à l'égard de soi qui va faire que nos émotions vont s'apaiser. Et puis ensuite, vous avez des techniques comme l'acceptation de soi, où on va apprendre à valoriser toutes nos qualités pour justement poser un regard, pour développer un peu plus de confiance en soi, d'avoir conscience vraiment de ses ressources, de ses capacités. Et on va aussi apprendre à regarder ce que l'on considère comme des défauts ou de la négativité avec beaucoup plus de recul, et là aussi, justement, davantage de bienveillance. Vous avez des incontournables techniques de visualisation, d'imagerie mentale, d'autosuggestion, qui sont des pratiques extrêmement puissantes, qui vont permettre de renforcer toutes nos qualités, toutes nos ressources que l'on possède en nous-mêmes. Et puis, vous avez après des techniques qui s'adressent au corps, vous avez
des pratiques, un exercice sur la confiance en soi aussi, sur la façon de renforcer ses motivations. Donc là, il y a 12 exercices qui vont vous donner les ressources et les moyens d'apprendre non seulement à apaiser vos émotions, mais à développer toutes vos qualités personnelles. Et puis ensuite, vous avez, alors ça c'est pour ceux qui le souhaitent, hein, c'est le 3e cycle, là on le consacre à la réalisation de sa véritable nature. Et je dirais que les 2 premiers cycles ont été une préparation à cette réalisation qui est quelque chose d'absolument extraordinaire parce que c'est dès lors que vous prenez conscience de la vraie nature des phénomènes et surtout de la vraie nature de votre esprit, ça change totalement votre regard sur la vie, sur vous-même, sur les autres. Et ce qui fait que beaucoup de choses ne vous affectent plus du tout de la même façon. Au contraire, ça va vous permettre de développer un regard beaucoup plus, je dirais, bienveillant, beaucoup plus ouvert, avec une vision beaucoup plus d'ensemble. Alors, dedans, pour donner juste une information, mais vous avez toutes ces informations qui sont sur le site, on aborde justement la notion d'impermanence, d'interdépendance, de vacuité, qui est très chère aux bouddhistes, puisque vous savez probablement, j'ai passé 15 ans avec les bouddhistes. Vous avez plein de pratiques comme ça, qui vont vous aider à réaliser pleinement ce que vous êtes par nature, et qui va faire que ça va vraiment complètement changer votre regard sur vous-même, mais aussi sur le monde, sur les autres. Et forcément, si votre regard change, votre vie, elle, change avec. Donc voilà, je vous ai à peu près dit tout ce que vous pouvez faire, tout ce qu'il faut savoir et faire pour justement ne plus subir le stress. Après, comme disait Dalai Lama, c'est pire de savoir et de ne pas faire que de ne pas savoir du tout. Donc maintenant, vous savez, maintenant la balle est dans votre camp et je vais répondre à vos questions maintenant. Y a-t-il des questions? Oui, ça a commencé. Donc, alors Martine qui pose la question, comment gérer ce stress lié à l'éducation des enfants adolescents? Alors, est-ce que vous pouvez être plus précis dans la question? Parce que c'est un petit peu vague pour moi. C'est-à-dire, est-ce que c'est vous qui subissez du stress par rapport aux ados? Qu'est-ce qui se passe? Pour moi, c'est important. Donc, je reviendrai sur votre question, mais il faudrait que vous me donniez un peu plus de précision. Je vais en prendre une autre en attendant. Dominique, comment ne pas vivre les relations familiales comme du stress? Là, c'est pareil. Il faut comprendre que tout ce que nous vivons est lié au rapport que nous avons avec l'extérieur. D'ailleurs, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, personne qui parle, j'ai peut-être compris sa question. C'est le rapport à l'adolescence. Si on a de la difficulté avec ses enfants, et notamment avec ses adolescents, c'est peut-être parce que notre rapport à l'adolescence n'est pas serein. On n'arrive pas à prendre cette distance, on n'arrive pas à voir l'enfant est en train de muter physiologiquement, psychologiquement, c'est une période de mutation. On parle souvent de la crise de l'adolescence, mais ce n'est pas une crise. C'est une période de mutation. Il faut comprendre que l'enfant, l'adolescent, il n'est plus tout à fait un enfant, mais il n'est pas encore tout à fait un adulte. Et hormonalement aussi, il est travaillé par ses hormones, le pauvre. Donc c'est une période qui est particulièrement difficile. Et si nous, on n'a pas très bien vécu notre adolescence, ou si on n'a pas justement le recul où on a oublié, eh bien on aura tendance à projeter ça sur notre ado. Et c'est là où c'est très important, c'est de se dire, ben voilà, avec mes ados, c'est l'occasion, moi, de me libérer justement de mon rapport à l'adolescence. Et c'est une chance. Et il faut savoir aussi, c'est que dans vos rapports, alors ça c'est une technique que je vous recommande de faire, d'ailleurs souvent je la donne dans les stages, si vous avez un problème avec vos parents ou avec vos enfants, mais pour ça il faut avoir entraîné son esprit et essayer de prendre de la distance et non plus de voir vos parents, mais comme des êtres à part entière, qui aspirent au bonheur. Avant que vous naissiez, eh bien, ce n'étaient pas vos parents, c'était des êtres sans enfants qui menaient leur vie cas un cas, avec leur perception, avec leur vision, mais ces êtres aspiraient au bonheur. Et c'est important d'arriver à se détacher, parce que tant qu'on est pris dans cette espèce de rapport parent-enfant, et on a l'impression que le parent attend des choses de nous, et que nous, on essaie de se plier au désir de l'autre, si on n'a pas ce recul, si on n'a pas cette hauteur, on va être pris justement dans un jeu relationnel qui ne sera pas très heureux. Et ça va être pareil avec ses enfants. Si on n'arrive pas à avoir cette saine distance, cette distance salutaire, je parle d'une distance salutaire, je ne parle pas d'indifférence, hein, parce que souvent les gens confondent. Ça, au contraire, c'est un regard qui est vraiment bienveillant. Et on va voir à quel point finalement,
tout nous renvoie au rapport que nous avons avec l'extérieur, le rapport que nous avons avec l'enfance, le rapport que nous avons avec la parentalité, le rapport que nous avons avec l'adolescence, le rapport que nous avons avec le travail, le rapport que nous avons avec l'autorité, par exemple. Et on va voir, tout nous renvoie justement à cette représentation que nous portons. Nous rappelez-vous la courbe, la première courbe. Et c'est ça qui crée le stress. Le stress, parce que vous mettez, je vais prendre l'exemple de l'autorité. Vous allez prendre plusieurs personnes face à l'autorité, et il n'y en a pas une personne qui ne se laissera pas du tout impressionner par quelqu'un qui est autoritaire. Alors qu'une autre, elle va devenir toute petite, elle va se faire petite, elle n'osera pas, elle va être très intimidée. Si d'aventure elle a eu un père très autoritaire, je me rappelle, j'avais une amie dont le père était un ancien militaire, haut gradé en plus, qui était très autoritaire, etc. Et ce qui est bizarre, c'est que plus tard, dans son travail, elle avait toujours des patrons très autoritaires. Elle était venue me voir d'ailleurs pour l'aider, mais après ça a changé justement parce qu'elle a changé ce rapport qu'elle avait avec l'autorité. Donc vous voyez, en fait, finalement, on peut dire qu'on a une histoire avec tout. Vous avez une histoire avec l'argent, vous avez une histoire avec le sexe, vous avez une histoire avec l'autorité, vous avez une histoire... Et cette histoire, c'est ce que vous portez en vous. Et tant qu'on ne prend pas, on ne se donne pas les moyens d'en prendre conscience et de se libérer de tout ça, eh bien, on continue à projeter dans le monde tout ce rapport que nous avons avec les circonstances et les autres. Vous voyez, par rapport, je parlais de l'argent, moi j'avais une amie qui disait « je n'aime pas l'argent, il me le rend bien ». Et c'est vrai qu'elle était toujours fauchée. et regardez, quand donc on parle d'argent, on sent qu'il y a un tabou, ça réveille des choses, notre regard n'est pas du tout neutre. Ça réveille des peurs d'insécurité, si je manque d'argent, etc. Donc il y a cette absence de sérénité par rapport à l'argent. Mais je peux vous assurer, parce que j'ai fréquenté des gens très riches, je peux vous assurer, ils ne sont pas très sereins pour autant avec l'argent. Ils ont toujours besoin de plus. Ils ont l'impression qu'ils ne pourraient pas vivre s'ils n'avaient pas des millions. Donc il y a une espèce d'angoisse comme ça permanente. Allez, une autre question. Oui, alors, je prends celle de Sorcière Caro. Comment fait-on donc pour gérer nos réactions violentes face au stress? Est-ce seulement valable pour le donc ce que tu dis, est-ce seulement valable pour le stress ou tout ceci peut aussi s'appliquer au stress post-traumatique? Oui, alors le stress post-traumatique, c'est quelque chose qui va apparaître après coup. Parfois, on peut même avoir, après un événement, on peut avoir l'impression d'avoir même complètement récupéré parfois. Et on va avoir une réaction après coup, même parfois des années après. Ce sont des choses qui ont été complètement refoulées et qui vont se manifester. Là, la pratique va être extrêmement utile. J'ai vu des gens justement qui ont vécu des stress post-traumatiques, notamment dans les cas d'agression. J'ai eu souvent des personnes qui ont vécu des agressions violentes, même des viols. Et il y avait le stress n'avait pas été évacué. La personne gardait toujours cette espèce d'appréhension permanente, cette peur de parler vers elle. Et là, on voit que la pratique, en fait, a un effet vraiment normalisateur au niveau de toutes nos fonctions physiologiques et mentales, et recrée cette harmonie, cette forme d'harmonie, et permet d'évacuer toutes ces vieilles peurs qui nous collent à la peau. Il faut savoir aussi qu'on a des choses qui sont très profondément ancrées en nous. Alors certaines demandent du temps, demandent parfois même des années avant d'être complètement évacuées. D'ailleurs, c'est même Boris Cyrulnik, est-ce qu'on peut vraiment arriver à complètement guérir de toutes ces blessures? Il dit, j'ai quelques doutes. Donc après, on apprend à composer aussi avec ces blessures. Et c'est là où la pratique vraiment est extrêmement salutaire, parce qu'on l'a tout le temps avec nous, on l'a à disposition tout le temps. Et chaque fois qu'on a des réactions comme ça, de stress, de vieux stress qui ressortent comme ça, on peut apprendre vraiment à les évacuer. Alors, je vais poser la question de Kaina qui est dans une période un peu difficile. J'ai perdu ma fille de 3 ans et demi dans un accident de noyade alors que j'étais avec elle chez mon frère. Comment ne pas se sentir responsable? Je vous ai beaucoup écouté. Je crois comprendre que vous dites. Alors, que vous dites qu'on a ce qu'on cultive. Ah oui, vous dites qu'on a ce qu'on cultive. La mort... Non, de ma fille, est-ce une punition à mon égard? Ah non, surtout pas, surtout pas. C'est pas comme ça qu'il faut le voir. Il m'est arrivé de parler effectivement de la responsabilité que nous avons. Nous sommes responsables des choix, de la manière de penser, etc., ce qui reste juste. On ne peut pas dire que nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Quand vous perdez un enfant, c'est terrible. C'est pas sous cet angle.
la responsabilité que nous avons, c'est justement comment on va regarder, sous quel angle. Est-ce que, comment dire, est-ce que je vais en faire une source de souffrance pour tout le reste de ma vie, de mon malheur, mais est-ce que c'est vraiment ce que voudrait ma fille? On pourrait se le poser la question sous cet angle. Est-ce que c'est une blessure terrible d'ailleurs, la perte d'un enfant? J'ai pu voir des parents dans mes stages, comme dans mes cours d'ailleurs, qui avaient perdu un enfant, et c'est une grande source de souffrance. On dit d'ailleurs, je crois que dans l'échelle sur le plan psychologique, dans l'échelle des souffrances psychologiques, c'est une des plus grandes. Donc, ce qui est important, c'est pas une punition, c'est un fait de la vie, c'est arrivé, mais c'est que pour arriver à trouver la sérénité, c'est justement, on commence à guérir quand on commence à voir les circonstances de notre vie comme des faits de la vie et non plus justement comme des punitions, comme des malheurs, comme des drames. Pour ça, j'ai essayé de donner, entre autres dans mon livre « Quand la vague réalise quel est l'océan », j'ai voulu partager mon expérience. C'est un livre plus témoin, parce que j'ai vécu des choses que je ne souhaite pas non plus à mon pire ennemi. Mais j'ai pu constater que ce qui, chaque fois, pouvait me guérir, c'est justement l'acceptation. C'est vraiment d'arriver à cette étape de l'acceptation de ce qui nous est arrivé, parce que, d'une part, on ne peut pas le changer, c'est arrivé, c'est un fait, et que de s'entretenir dans la douleur, dans la souffrance, ne peut de toute façon pas améliorer la situation, ne la changera pas. Et dans le cas, justement, du décès de l'enfant, le fait de se faire souffrir soi-même n'améliore en rien la situation. Au contraire, on rajoute de la négativité à la négativité. Donc là, ce qui est important, c'est ce qui va aider vraiment à la guérison. On le voit dans tous les cas, dans les cas d'agression, dans les cas d'accident, dans les cas de perte. Ce qui fait, dans les deuils, on dit que justement la personne est guérie lorsqu'elle a fait son deuil, mais le deuil c'est quoi? C'est quand la personne a fini par accepter. Elle a accepté les faits. C'est pas une soumission, c'est à l'accepter que voilà, je ne reverrai plus ce parent, je ne verrai plus mon enfant, c'est terminé. Et la douleur commence à s'apaiser. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on perd le lien, ça n'a rien à voir. Donc ça, c'est une étape qui est indispensable à franchir, mais surtout, ne voyez surtout pas ça comme une punition, ça n'a jamais et ça ne sera jamais une punition. Et vraiment, je vous conseille d'avoir vraiment de la compassion pour vous-même, parce que ce que vous avez vécu est vraiment terrible, et que personne ne devrait vivre ça. Donc, Corinne, comment gérer le stress des étudiants face aux examens? Alors, Quitte à perdre tous ses moyens. Oui, j'ai eu le bonheur justement d'intervenir dans des écoles. Je faisais les préparations aux examens. Et là, je peux vous partager une expérience que j'ai vécue, qui a été très chouette. Alors souvent, on utilise des pratiques de visualisation pour les aider, etc. Moi, ce que j'ai fait, en fait, je réunissais tous ces enfants, je leur disais, qu'est-ce qui vous fait le plus peur à l'idée de passer un examen? Et en fait, j'ai appliqué un peu cette méthode qu'avait Benjamin Franklin, qui disait toujours « Je me prépare toujours au pire et j'attends le meilleur, comme ça je ne suis jamais déçu ». Et ça pourrait paraître quelque chose de très pessimiste, en réalité c'est très optimiste. Parce que souvent, on vit comme si rien n'allait nous arriver. Et on ne veut pas en entendre parler, mais quand ça nous arrive, on est complètement effondré. Et j'ai eu, juste à titre d'anecdote, pour vous donner un exemple, un sportif de haut niveau est venu me voir. Et sa vie était en dents de scie. Il disait, bon, j'ai des réussites fulgurantes, mais souvent je suis dans le trou, etc. Puis il n'en pouvait plus. Il m'a dit, est-ce que vous pouvez m'aider? Alors je lui ai dit, oui, je peux vous aider, mais je ne suis pas sûr que ça va vous plaire. Il me dit, allez-y, dites-moi. Je lui ai dit, il faut que vous acceptiez d'échouer. Alors vous voyez cette montagne de muscles se mettre debout, je croyais qu'il allait me casser la figure. Il disait, si vous pour entendre ce genre de conneries, c'était pas la peine que je vienne. C'était extraordinaire. Et je lui ai dit, rasseyez-vous, je vais vous expliquer, vous ne comprenez pas. Je dis, comme vous avez, en fait, la peur de l'échec, quand vous avez peur d'échouer, toute votre énergie est investie dans le contrôle de cette peur de l'échec. Ce qui fait que vous ne pouvez pas être détendu, vous ne pouvez pas être ouvert. Alors que si au contraire vous acceptez la possibilité de l'échec, mais il dit mais pour moi c'est impossible, c'est inacceptable l'échec. Je dis mais c'est ça le problème. Et c'est ça votre problème. C'est que vous avez tellement peur d'échouer que vous échouez du coup. C'est que votre vie elle est comme ça, en haut, en bas, et en haut, en bas. Parce que c'est la peur qui fait que vous avez cette vie en dents de scie.
Et il a compris quand même la logique. Après, il a pratiqué les cours à tel point qu'après, j'ai eu son entraîneur qui est venu me voir, qui voulait que je m'occupe de toute son équipe parce qu'il me dit « Mais qu'est-ce que vous lui avez fait ?» Moi, je lui dis rien. Je lui ai juste montré des pratiques. Donc, il avait fait d'ailleurs les 3 cycles de la méthode. Et c'était tout à fait un autre homme. Et il avait compris justement à quel point le fait d'être à l'aise finalement avec l'échec. Eh bien, dans les préparations aux examens, je faisais exactement la même chose. Je demandais de noter carrément, par écrit, aux élèves, je disais, qu'est-ce que vous redoutez le plus? Parce que si ça arrive, la personne risque d'être désarçonnée. Et il y a par exemple un élève qui m'a dit comme ça, moi ce que j'ai peur c'est de tomber sur une question à laquelle je n'ai pas la réponse parce que moi je vais perdre tous mes moyens. Alors je lui ai dit, d'accord, tu as peur de ça, mais là tu n'es pas à l'examen, essaie de réfléchir à une réponse que tu pourrais donner à cette situation. Qu'est-ce que tu pourrais faire si ça arrive? Imagine que ça arrive, qu'est-ce que tu fais? Alors au début, il ne savait pas, il ne trouvait pas. Puis je lui dis, prends le temps de poser. Et puis il a réfléchi, il m'a dit, mais finalement peut-être que je peux mettre la question de côté et répondre aux questions pour lesquelles je peux répondre. Je lui dis, ben voilà. Parce que s'il ne s'était pas préparé à ça, c'est-à-dire s'il n'était pas préparé au pire, il n'aurait pas pu anticiper la réaction. Et donc il aurait perdu ses moyens et tout son examen était gâché. Et donc, ça, c'est très utile dans toutes les situations, préparation d'embauche, prise de parole en public, etc. Souvent, on dit aux gens, visualisez positivement. Oui, mais les situations à l'extérieur, ça ne les empêchera pas d'arriver et vous risquez de perdre vos moyens. J'en sais quelque chose, je parle en public, et au début, c'était pas de la tarte, je ne pouvais pas parler devant plus de 2 personnes. Maintenant, je peux avoir des milliers de personnes devant moi, ça ne pose aucun problème. Mais parce que j'ai appris à être à l'aise avec tout ce qui me terrifiait, justement. Donc au lieu de rejeter le négatif, c'est au contraire de l'accepter, d'être à l'aise pour pouvoir donner une réponse. Et si ça arrivait, qu'est-ce que je répondrais? Quand je parle de réponse, je ne parle pas forcément d'une réponse verbale, mais d'une attitude que je pourrais avoir face à ces circonstances. C'est ce qu'on appelle l'anticipation en fait. Alors, pardon, j'ai perdu mes questions. J'ai perdu mes questions. Elle a perdu... Voilà, elle était ailleurs. Elle a essayé de faire autre chose. J'essaie de lire toutes les questions et mon ordinateur, il a... Alors, je suis désolée, je vais prendre les dernières questions parce que j'ai perdu ma feuille. Donc, elle va retrouver ça. Noémie, comment prendre du recul face à une situation stressante en sachant qu'on est conscient que la situation n'est pas grave? Tu peux me la refaire? Comment prendre du recul face à une situation stressante en sachant que finalement on est conscient que la situation n'est pas grave? Alors là, vous voyez, c'est tout le truc, c'est quand on n'a pas cet entraînement de l'esprit. Vous êtes exactement dans la situation, on va dire, d'une personne. Imaginez, vous êtes face à un agresseur, vous ne savez pas, vous n'avez pas appris à vous défendre. Qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez un comportement inapproprié. Vous n'allez pas agir de façon appropriée, c'est-à-dire soit mettre votre agresseur au tapis, soit partir, vous fuir, etc. Vous n'agirez pas de façon appropriée. Quand en l'absence d'entraînement de l'esprit, c'est-à-dire de la pratique, eh bien, on est pris justement dans ce jeu de réaction et on n'arrive pas à se détacher, même quand une situation n'est pas grave finalement. On n'arrive pas à prendre de la hauteur. Et c'est là où c'est extrêmement utile. Alors, je ne peux pas répondre à votre question, si justement, parce que je vais répondre par rapport à cet entraînement qui pourrait vous aider, qui vous aiderait à vous équiper. Il faut savoir aussi, c'est qu'une fois que vous avez intégré ces méthodes, c'est qu'elles vous servent partout, en toutes circonstances et toute votre vie, pour toute votre vie. C'est ça qui est extraordinaire. Parce qu'après, vous n'êtes plus démunis, vous savez comment faire, vous savez comment prendre du recul par rapport à des circonstances. Quand vous êtes pris par des émotions, des peurs, etc., vous savez comment... parce que votre esprit est entraîné à ça. Et ça, ce sont des réflexes qu'on peut acquérir. Malheureusement, on n'apprend pas ça à l'école, c'est dommage. Alors, deux questions qui se rejoignent, je pense, sur la culpabilité. Marie-Françoise et donc Damien. Marie-Françoise dit « Je suis incapable d'aller dans notre maison familiale où se trouve notre mère qui nous a maltraités. Je souffre tous les jours de ne pas aller aider cette mère non aimante de 89 ans. Mon corps craque. » Et Damien aussi qui pose la question « Comment se débarrasser de la culpabilité ?» Je pense que Marie-Françoise peut-être de la culpabilité. Ah mais c'est évident, je pense que voilà, déjà il y a, comment dire, un nœud de circonstance. Vous avez une mère maltraitante, c'est très difficile parce que ça a laissé des empreintes. C'est pas moi qui l'ai dit, hein, mais Christ a dit on est rarement prophète en son pays, mais ça va dans les deux sens.
C'est-à-dire que c'est très difficile justement d'aider une personne dans laquelle vous avez été impliqué. Ça demanderait de votre part un dépassement extraordinaire, mais que vous ne pouvez pas faire comme ça du jour au lendemain. Ça demandera du temps, ça demandera de la pratique, ça demandera de l'entraînement pour arriver à vous détacher, jusqu'à arriver à voir justement votre mère, non pas comme votre mère, mais comme un être à part entière, et qui n'a fait que projeter finalement sur vous ses propres peurs, ses propres angoisses, sinon elle n'aurait pas eu ce comportement. Encore une fois, c'est que souvent on en veut à nos parents de s'être comportés comme ça à l'égard de l'enfant que nous avons été, mais finalement c'est lié au rapport qu'ils ont avec l'enfance aussi. Moi, j'ai été maltraité, non pas par mes parents, mais par mes professeurs. J'en parle dans le livre où j'ai été battu. Il m'a fallu beaucoup de temps pour arriver à évacuer ça, jusqu'au jour où j'ai vraiment compris que cet homme qui m'a violemment battu ne pouvait pas avoir un rapport très heureux à l'enfance. Et donc on peut supposer que derrière, lui-même a subi ce genre de maltraitance qu'on perpétue comme ça, sans arrêt. Donc me faire du tort à cause de ça ne servira à rien. Et vous faire du tort à propos de votre mère, de toute façon, ne va pas l'aider. La culpabilité, il faut savoir qu'elle est vaine, elle est totalement inutile. Et souvent, quand les gens se culpabilisent pour d'autres, je leur dis, mais est-ce que vous pensez que votre culpabilité va être salutaire pour cette personne? Eh bien non, elle ne servira à rien à part faire grandir la souffrance. Donc, comme disait un auteur américain, si vous vous sentez coupable, c'est très bien, mais débarrassez-vous-en. Clélia, comment travailler sur son niveau de stress quand celui-ci est très important de par les stress répétés vécus dans l'enfance? La fragilisation répétée joue la fragilisation répétée joue quel rôle dans notre psychisme et notre niveau de stress? Alors il faut savoir que rien n'est immuable, rien n'est rédhibitoire, que tout peut être amélioré. Maintenant, c'est à vous de créer de nouvelles conditions justement de vie, que ce soit au niveau de l'hygiène alimentaire, de l'hygiène de votre vie, c'est-à-dire de savoir prendre du temps pour vous reposer, faire des choses positives, des choses que vous aimez. Il faut savoir que tout ce que vous vivez, c'est le fruit d'un ensemble de causes et de conditions. Comme je dis souvent, notre vie aujourd'hui, c'est un résultat. Résultat, ça veut dire résulte de, c'est un aboutissement. Et on peut agir là-dessus, on peut agir sur les causes et les conditions qui participent à la vie que nous avons aujourd'hui. La pratique va aussi nous aider. La pratique va apporter de l'apaisement, au niveau de l'esprit, va apporter de l'apaisement au niveau du corps, qui va pouvoir se rééquilibrer. Ensuite, il ne sera pas inutile de se faire aider par exemple, je suis plutôt partisan de la médecine chinoise qui permet de rééquilibrer en profondeur l'organisme, le corps, de recréer un équilibre. Et à côté de ça, d'avoir cette pratique justement qui va être très salutaire pour notre bien-être. Donc là aussi, c'est pareil, c'est vraiment une question de pratique. Alors il y a une question, c'est Laurence. Voilà. J'ai des nuits très agitées, des réveils nocturnes suite à des pensées négatives qui me réveillent des contrariétés de la journée. Quoi faire pendant ces heures sans sommeil? Merci Bruno. Là c'est pareil, si vous aviez la pratique, c'est au lieu de passer une nuit à mal dormir, vous pouvez pratiquer. Moi j'ai connu ça et ça peut m'arriver de temps en temps, plutôt que de me faire du tort inutilement, eh bien je pratique. Ce qui fait que alors je passerai une nuit où je serai peut-être pas aussi, on va dire, efficace que je peux l'être quand j'ai bien dormi, mais ça ne m'empêche pas. Et d'ailleurs, parfois, je peux me mettre à écrire aussi ou faire ce genre de choses. Donc, il y a toujours plein de choses à faire pendant la nuit. Mais ce qui est important, vraiment... Alors, je vais arrêter de répondre aux questions parce qu'il y en a peut-être une. Alors, on y va. Elsa, à quel moment commencer les 3 cycles de méthode suite à un burn-out? Je suis en épuisement total et veux sortir de la vague coulante. J'ai l'impression de ne rien retenir, impossible d'être concentré et plus de mémoire ou difficulté à suivre. Il faut commencer à se faire du bien. Si vous ne commencez pas à vous faire du bien, ça n'arrivera jamais. Là aussi, c'est important, je ne cesse de le dire, mais demain dépend de ce que vous faites aujourd'hui. Ce sont les graines, souvent les gens s'inquiètent de l'avenir, mais ça ne sert à rien de s'inquiéter de l'avenir. Si vous ne semez pas aujourd'hui des graines qui vont aller dans le sens de votre bien-être, de votre bonheur, il faut commencer à faire au moins des petites choses qui vont participer à votre équilibre et à votre bien-être. Justement, essayez de commencer à modifier
votre hygiène de vie, d'absorber des choses saines. Là, pour le burn-out, franchement, s'il y a une chose que je vous recommande, essayez de vous trouver vraiment un bon médecin chinois, traditionnel chinois. Je ne parle pas d'acupuncteur, hein, je parle de médecin traditionnel chinois. Nous, on a quelques adresses, on a une adresse en Suisse, on a 2 adresses en Alsace, on a une adresse à Paris, qui sont des gens extraordinaires qui peuvent vous aider. Et dans les cas de dépression, de burn-out, je recommande vraiment d'associer la pratique avec la médecine chinoise. On a de très bons résultats. Il y a des supplémentations aussi qu'on peut prendre. Je parle de compléments alimentaires qui participent à ça. Parce que bon, moi, je ne suis pas très grand fan de la médicamentation qui entraîne souvent des maladies iatrogènes. Donc on peut... il y a vraiment des choses à faire de ce côté-là. Donc ne soyez pas désespérés, ne soyez pas inquiets. On peut faire ce qu'il faut. Parfois aussi, c'est marquer une bonne coupure. Nous, on voit des personnes, beaucoup de gens qui viennent dans les stages suite à un burn-out, et on voit ça marque comme une espèce de rupture, et ils repartent vraiment sur des bases très différentes parce que pendant 4-5 jours, ils ont été dans un univers bienveillant, respectueux, dans un tout autre état d'esprit, et ce qui fait que ça leur redonne confiance. Ils commencent à retrouver, on a eu des gens qui avaient subi des violences, on a eu des personnes qui venaient justement d'un burn-out, etc., et qui disaient, mais ça y est, je commence à y voir un peu plus clair, j'ai pris de la hauteur pendant ces 4-5 jours, et ça leur permet d'envisager leur vie tout à fait autrement, et ils voient surtout les cadeaux qui peuvent se faire. Donc ça, c'est quand même important. Donc je vais revenir sur la pratique. Il faut que vous compreniez une chose, c'est assez simple, et c'est quelque chose que je répète assez souvent. Si vous continuez à penser, à agir et à vous exprimer comme vous l'avez toujours fait, vous ne pouvez pas espérer avoir des résultats différents de ceux que vous avez obtenus aujourd'hui. C'est assez facile à comprendre. Ça veut donc dire que si je continue à fonctionner comme j'ai toujours fonctionné, eh bien j'aurai toujours les mêmes résultats. C'est quelque chose qui, pour moi, est tellement évident, tellement que la plupart des gens pensent que peut-être qu'ils vont trouver une méthode miracle, un remède, un truc qui va tout arrêter. Mais non, parce que si vous continuez à penser de la même façon, regarder les choses de la même façon, vous ne pouvez pas avoir un résultat différent. De la même manière pour vos actions, votre façon de vous exprimer, tout ça va faire que vous continuez à cultiver la même chose. Et c'est là où c'est intéressant parce que la pratique, elle va amener justement, elle va vous amener à poser des gestes différents, un regard différent, à commencer à avoir un peu plus de recul par rapport à vous. Et je peux vous assurer, et il y a certainement des personnes qui suivent la méthode qui sont là présentes, vous témoigneront. Il y a une vidéo aussi sur laquelle il y a des gens qui ont accepté de témoigner. Vous avez plein de témoignages vidéo sur le site où les gens témoignent des effets que ça a eu sur leur vie parce que ça leur a permis justement de prendre de la hauteur, de regarder les choses avec beaucoup plus de recul et de commencer à se respecter parce que s'il y a une chose que la méthode va vous apporter, c'est qu'elle va vous aider à vous respecter, à devenir un ami pour vous, à devenir vraiment, à avoir une attitude amicale à l'égard de vous-même. Donc je vous ai décrit justement les 3 cycles de cours, vous pourrez en faire 1, vous pourrez en faire 2, vous pourrez en faire 3, à vous de voir, c'est en fonction de ce que vous avez envie de vous offrir, mais je peux vous assurer, et c'est ça qui est intéressant, et vous allez voir au niveau tarifaire, c'est quand même particulièrement intéressant, vous serez équipé pour tout le reste de votre vie. Mais ça ne marche que si vous le mettez en application, parce que si vous contentez, si vous croyez, et j'ai envie de dire, et je le dis à chaque fois, à chaque conférence, si vous êtes venu en pensant trouver une méthode miracle, une espèce de gadget qui va changer votre vie, vous vous êtes trompé d'adresse, parce que moi j'ai pas ça, et je sais que ça ne marche pas, même si sur le moment vous pouvez avoir des effets, ça ne dure pas sur le long terme. Là, il s'agit justement d'acquérir justement les bons réflexes, d'avoir cette hauteur de vue qui va vous aider et surtout de développer, je le répète volontairement, mais cette attitude respectueuse à l'égard de vous-même, cette attitude amicale à l'égard de vous-même, parce que j'ai envie de dire la méthode, ce n'est pratiquement que ça du début à la fin. On va dire c'est une grande histoire d'amour avec vous-même. Vous allez commencer à devenir un ami pour vous et aux amis, on a envie de faire des cadeaux et vous commencerez à vous faire des cadeaux et vous allez vous faire le cadeau d'une vie, en tout cas je vous le souhaite, vraiment d'une vie heureuse. Vos relations avec les autres vont changer, votre relation avec le monde va changer, votre relation avec tout. Et vous savez, c'est extraordinaire parce qu'on a des témoignages. Quand j'étais en cabinet, j'avais une personne qui suivait les cours, qui était venue me voir, qui était commerciale, et elle voulait faire un petit bilan. Donc elle est venue me voir, je prends en consultation, et vous savez, elle me dit c'est magique ce qui m'arrive parce que la semaine dernière, ma fille est venue sur mes genoux, elle m'a dit, tu sais maman, tu as beaucoup changé parce que même quand tu te fâches, eh bien c'est plus pareil. Vous voyez, c'est extraordinaire.
Il y a des gens qui nous font des témoignages, même avec leur animal de compagnie, qui disaient mais mon animal il est plus pareil. Mais oui, mais forcément parce qu'ils changent, ils sont plus apaisés, ils sont plus en paix et plus en harmonie avec eux-mêmes. Et l'animal il vous le dit. Vos enfants vous le disent, votre environnement vous le dit. Et ça, c'est important. Et j'aimerais dire, le cadeau que vous vous faites, c'est le cadeau que vous faites aux autres aussi. Le cadeau de votre bien-être, c'est ce que vous vous faites à vous. Et finalement, vous entrez dans un cercle vertueux parce que tout le monde en bénéficie. Et à commencer par vos enfants. C'est le cadeau que vous faites vraiment à vos enfants. Souvent, j'ai des parents qui venaient me voir, qui me disaient « Qu'est-ce que vous pouvez faire pour mes enfants ?» Je leur dis « Moi, je ne peux rien faire, c'est pas moi qui les élève. Mais vous pouvez faire beaucoup en vous accordant du bonheur. En créant justement cet univers serein de bonheur. Mais ça dépend de vous. Si vous avez envie de prendre votre vie en main, et moi je m'adresse essentiellement à des gens qui sont prêts à prendre leur vie en main, qui ont envie vraiment de faire quelque chose, qui se disent « ça suffit, tout ce stress, ça suffit, toute cette souffrance inutile, maintenant je vais faire ce qu'il faut ». Ça ne va pas changer tout de suite, ça va pas, c'est pas une baguette magique, mais chaque pas, tous les jours que vous faites, toutes ces pratiques que vous faites tous les jours, où vous faites du bien, vous vous accordez un quart d'heure, 20 minutes par jour, ben oui, il faut quand même faire quelque chose pour que ça change. Ce n'est pas une pilule miracle, mais vous allez voir que c'est un moment de plaisir que vous vous accordez. Il faut voir ça comme un entracte de votre journée, où vous allez prendre soin de vous. Comme je dis souvent aux gens, le fait que vous soyez capable de vous accorder un quart d'heure, 20 minutes, c'est rien sur une journée. Un quart d'heure, 20 minutes dans la journée, ça veut dire que vous vous prenez enfin en considération. Vous commencez à vous occuper de vous. Et ça, c'est fondamental. Et ça n'a rien d'égoïste, puisque tout le bien que vous faites, c'est du bien que vous allez faire aux autres. Donc voilà, maintenant, alors moi je vais vous faire un petit cadeau, parce que quand je vous parlais justement tout à l'heure des tarifs, vous savez que si vous êtes allé voir un professionnel en cabinet, en général, une séance, ça coûte entre 50, 100, parfois 150 € la séance, j'ai même vu parfois 200 €. Donc ce n'est pas donné à tout le monde. Là, vous avez 3 cycles. Le premier cycle fait 7 semaines, le deuxième 12 semaines, le troisième cycle fait 12 semaines aussi. Vous allez voir, c'est passionnant. Mais nous, c'est l'équivalent du prix d'une séance par cycle. Si vous faisiez la même formation chez d'autres, parce que je connais les prix qui sont proposés souvent sur Internet, une telle formation par cycle, c'est à peu près entre 400 et 1000 € à peu près par cycle. Nous, on ne fait pas ça, je demande seulement 250 € par cycle, mais il n'y a personne qui en réalité paie ça. La plupart, par cycle, le tarif réduit, c'est 107 €. Mais ce soir, je vais vous faire un cadeau supplémentaire, c'est que on va vous donner un code, Loïc va l'afficher, vous allez utiliser le code Bruno en majuscule, j'insiste bien, vous mettrez ce code et vous aurez chaque cycle, j'ai dit chaque cycle, hein, c'est pas les 3 cycles, chaque cycle à 87 €. Vous voyez, c'est complètement donné. Alors qu'est-ce que vous avez dans ces cycles ? Vous allez être suivi, vous allez être accompagné. Vous n'allez pas vous débrouiller tout seul à la maison, hein, vous inquiétez pas, on est là. Et c'est pour ça que ce tarif est absolument extraordinaire. Chaque semaine, vous allez recevoir une présentation audio, un exercice audio qui va vous permettre de retrouver la marche à suivre de l'exercice. Ce que j'oublie, les fascicules, oui, les documents imprimés dans lesquels vous allez retrouver ce qui est indispensable pour pratiquer correctement. Entre chaque semaine qui sépare les cours, vous pratiquez. La semaine suivante, vous allez aller un petit peu plus loin, et chaque fois un petit peu plus loin, et vous allez gagner en autonomie. Vous allez être de plus en plus autonome, et vous allez commencer à sentir les effets. Vous serez suivi donc par mail, par téléphone, mais surtout, on a créé un groupe privé de soutien sur Facebook. Alors je sais, il y a des personnes qui vont dire « Ouais, mais moi je ne suis pas très Facebook. » Ben, vous créez un compte anonyme et puis comme ça on vous acceptera. Et régulièrement, j'interviens sur ce groupe. Les anciens interviennent, soutiennent les nouveaux. Il y a une émulation qui est absolument fantastique, je trouve ça merveilleux. Et j'interviens régulièrement sur ce groupe et je réponds à vos questions, on vous aide. Les documents sont très complets. Vous avez aussi, si vous le souhaitez, une option vidéo. Il n'est pas obligatoire, mais il y a des personnes qui aiment bien avoir le côté vidéo. Donc vous pouvez l'avoir. Là, il y a un petit tarif supplémentaire pour l'option vidéo. Parce que j'ai oublié quelque chose. Mais là, ce qui est bien, c'est que cette méthode, elle sera acquise toute votre vie. Donc, je le répète, jusqu'à demain soir, n'oubliez pas, jusqu'à demain soir, avec le code Bruno, vous avez la méthode par cycle à 87 € au lieu de 250. Jusqu'à demain soir, à usage unique.
vous ne pouvez utiliser qu'une seule fois ce code. C'est-à-dire que si vous prenez le cycle 1 maintenant et que vous prenez les cycles suivants, vous n'aurez pas la réduction. Si vous prenez les 3 cycles ce soir, vous aurez la réduction sur la totalité. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ça dépend de vous maintenant. Si vous avez envie de prendre votre vie en main, si vous avez envie de vous faire du bien, eh bien, ça changera. On a des dizaines de milliers de personnes qui ont suivi la méthode, je dirais même beaucoup plus, parce que depuis 35 ans, je peux vous assurer que c'est... Et les retours sont extraordinaires. On voit les gens, puis d'ailleurs on les voit après dans les stages, dans les stages, on se rencontre, on devient même amis. Il y a une très belle, une très belle unité, je vois sur le groupe de soutien, c'est fantastique, comme les gens se soutiennent, les gens se sentent plus seuls, ils sont plus seuls dans leur coin, ils sont là pour s'entraider. Donc c'est tout cet univers qu'on essaie d'amener dans les cours, c'est pas juste d'essayer de vous vendre une méthode, je suis pas là pour vous vendre une méthode, je suis là vraiment pour vous aider. Si je peux vous apporter mon aide, eh bien ce sera vraiment que du bonheur pour moi. Et en tout cas, sachez que vous ne serez pas seul. On est là pour vous accompagner. Donc maintenant, à vous de décider, à vous de voir ce que vous voulez faire. Et puis, jusqu'à demain soir, 87 €. Et l'aventure commence pour vous. Alors si vous me demandez quand est-ce que ça commence, dès que vous avez payé la méthode, ça se déclenche automatiquement, vous recevez un premier mail, vous avez tous les cours sur votre compte, d'ailleurs ça répondra aux questions techniques que les gens, souvent ils ne vont même pas voir sur leur compte. Allez sur votre compte, tous les cours s'y trouvent, et ils se déclenchent semaine après semaine au fur et à mesure que vous avancez. Donc voilà, merci de m'avoir écouté, merci de votre présence. Et puis, j'espère avoir le bonheur un jour de vous rencontrer, peut-être au cours d'un stage, d'une intervention publique. Ce sera un vrai plaisir pour moi. En tout cas, prenez soin de vous. N'oubliez pas, votre bonheur contribuera au bonheur des autres aussi. Donc, tout le bien que vous faites, c'est du bien que vous faites aux autres. Passez une excellente soirée. Bonne soirée. Et à bientôt. Je vais vous remettre, si je retrouve la fiche, ça doit être un truc dans ce goût-là. Voilà. Passez une bonne soirée.